Bitcoin accélère de plus en plus et s'approche déjà des 75 000 $. On a dépassé le sommet de juin. On est en train de revenir combler des gaps qu'on avait sur le CME. On va analyser tout ça aujourd'hui. Est-ce qu'on est sur la vraie reprise ou sur une énorme manipulation? C'est une question qui est beaucoup revenue. Juste avant de commencer, je vous rappelle qu'il y a OKX qui vous offre 8% sur vos dépôts. Je vous rappelle que Binance n'est plus autorisé à opérer en Europe. Si vous voulez continuer de trader, c'est sur OKX que ça se passe et je vous montre la campagne en cours. C'est très simple. Tu t'inscris via le premier lien en commentaire épinglé et ensuite, tu as juste à activer la campagne dans l'application ou directement sur le site d'OKX. Tu fais tes dépôts en crypto, donc Bitcoin, Ethereum, Altcoin, Stablecoin, Euro, bref, tout ce que tu déposes, tu obtiens 8% dessus. C'est le premier lien en commentaire épinglé pour en bénéficier. Et également, avec le deuxième lien en commentaire épinglé, tu as un accès gratuit à mon groupe VIP. C'est ici qu'on partage le rapport cote, le rapport option, les stratégies Altcoin. On partage également des analyses exclusives. C'est gratuit, tu as juste à renseigner ton email, ton identifiant OKX. Tu cliques sur envoyer ma demande d'accès et ensuite, laisse-toi guider. En 2 minutes, tu pourras récupérer tes accès. Alors, pour revenir sur BTC ici, donc on est en train de venir retravailler la jambe baissière précédente juste là. On est sur le CME futur. Hop, on va passer en grand écran. Et donc, on est clairement ici toujours sur un mouvement haussier depuis le gros squeeze qu'on a eu avec la résolution de la contraction. On en avait parlé quand on était dans cette phase de contraction. À tout moment, ça pouvait breaker au nord ou au sud. Le marché a choisi le breakout au nord et on a déjà retravaillé toute cette dernière impulsion ici. Donc, Bitcoin va travailler les prochaines zones de fair value gap sur toute cette jambe baissière et la dernière zone de fair value gap, elle est ici et on y est actuellement. Donc ça peut être ici une zone de consolidation. C'est-à-dire que le prix va potentiellement consolider ici un petit peu après avoir récupéré également le sommet du mois de juin. Donc on a récupéré un sommet mensuel. On continue de liquider énormément de positions short ici, juste là. Donc là on peut voir que les shorts sont toujours en train de se clôturer juste ici. Et au niveau des liquidations short, hier on a encore fait en plusieurs heures, par exemple cette nuit, 322 millions de dollars de short. On peut multiplier par ça, par 2 ou 3 éventuellement, parce que y a que ici Bybit qui communique les vrais chiffres. Binance ne communique pas ses vrais chiffres. Donc on peut se dire que si Bybit a liquidé 300 millions, probablement que Binance c'est le double. Donc on est probablement encore sur plusieurs milliards de dollars de liquidation sur Bitcoin sur ces derniers jours. Et le marché continue de déclencher cet énorme short squeeze parce qu'on a toujours, alors ça c'est sur un dashboard personnel, je l'ai enfin connecté sur ce PC. Je vous en parlais il y a quelques jours, je crois que c'était en début de semaine ou fin de semaine dernière, où il y avait un positionnement majoritairement short ici, pas que sur Bitcoin, mais sur l'ensemble du marché, et c'est encore le cas. Ici, sur ce screener, pour l'instant, ce screener m'indique toujours que la majorité est short avec des grosses expositions short Doge, XRP, LTC. Donc, c'est les 3 coins les plus shortés actuellement, entre guillemets. Donc, peut-être ceux qui peuvent encore squeeze beaucoup plus. Bref, vous avez le détail ici si jamais ça vous intéresse. C'est un truc sur lequel j'ai bossé il y a longtemps, il y a plusieurs semaines maintenant. Et pour le moment, ce screener me dit toujours que la majorité est short. Donc, est-ce que le marché va continuer de squeeze ces gens qui s'opposent à ce mouvement? Éventuellement. Je sais pas si vous avez la même chose que moi, mais moi sur Twitter, enfin X maintenant, dans mon algo, je vois que des gens qui continuent de shorter sur ce mouvement parce que ça monte trop vite, entre guillemets. Donc, les gens veulent shorter parce qu'ils comprennent. Enfin, c'est pas forcément ils comprennent pas. Il y a rien à comprendre. Hein. Le prix monte parce que les acheteurs contrôlent ce mouvement pour le moment et les gens s'y opposent et continuent de shorter. Et en fait, c'est ce qui donne du carburant, toujours à squeeze plus haut. Quand en plus de ça, sur la majorité des alts, on est ultra shorté depuis plusieurs mois, le marché déclenche ce short squeeze sans problème et on vient justement retravailler ces zones de fair value gap. Il y a également ici un petit gap juste là. Alors peut-être qu'il se verra mieux en 1 heure, je vais essayer d'aller le chercher éventuellement. Voilà, on est en train de revenir combler ce gap sur le CME, 75 004, 75 007. Je vais juste l'identifier comme ça. On va augmenter l'opacité. On va passer ça ici en 300. Tac. Et là, on repasse en daily. Et donc ça, c'est un gap CME à combler, qui a été comblé. Ouais, c'était comblé à la perfection. Et donc là, on est dans une zone éventuellement de consolidation parce que la prochaine zone d'intérêt, d'un point de vue CME, après sur le PERP, c'est sensiblement la même chose. Ce sera aux environs des 79 000 à 80 000 dollars éventuellement. Cette zone de prix ici, où également on a un gap ouvert sur le CME qu'on voit bien ici. 79 550, 79 360, ok? Et du coup, pour le moment, on a toujours... Et alors, ça se voit pas nécessairement sur les data ici, mais on a beaucoup de gens qui s'opposent à ce mouvement et qui, justement, sont en train d'ouvrir des shorts. Et du coup, la question, c'est où est-ce qu'elles sont leurs invalidations à ces gens qui shortent? Il y en a une qui a été atteinte, c'était le sommet de juin sur toute cette jambe baissière. Si je passe en 12 heures, ça se verra peut-être mieux.
Mais vous voyez, hop, c'était cette zone de stop juste ici qu'on est venu nettoyer. Théoriquement, la prochaine zone de stop, elle est juste là-bas, 79 100. Après, je suis sur le CME. Je vais vraiment essayer de vous donner ça sur le marché spot ou perp. Donc là, on le voit, hein. Prise de stop ici, déclenchée. Prochaine zone de stop, elle est ici à 78 180. Et prochaine zone de stop, éventuellement, 82 800. Tous ceux qui sont en train de shorter sur ce mouvement haussier, foutent leur stop ici et ici. Et l'invalidation de tout le monde, elle est là. Et pour moi, si on vient là, c'est ici le vrai test, en fait. En fait, ça veut pas dire que, encore une fois, je dis pas qu'il faut attendre d'aller là pour se positionner à l'achat, pour ceux qui sont pas positionnés à l'achat. Vous êtes sur des niveaux qui sont intéressants. Encore une fois, je le redis, pour ceux qui font du DCA, on a dit plein de fois qu'on était ici. D'un point de vue fondamental, c'est de très bons prix. On est dans les prix de production. Là, je peux pas dire qu'on en sort. Je pense qu'on est dans la borne haute du prix de production. On va vérifier ça rapidement. Hop. Ça marche pas sur le CME. Il faut aller sur le spot. Ici, ouais, on est en train de quitter un petit peu les prix de production. Donc là, fondamentalement, les prix sont moins intéressants. C'est-à-dire que, fondamentalement, les prix vraiment intéressants, c'est de 70 à 41 000 $. Ça veut pas dire qu'on va aller à 41 000 $, tout comme on peut très bien y aller. Ici, c'est les prix fondamentalement intéressants. Techniquement, les prix intéressants, ça reste la zone de rechargement. Encore une fois, ça veut pas dire qu'on va y aller. Cette zone de rechargement, c'est entre 58 et 39 000 $. Ça se trouve, on n'ira jamais. Ça se trouve, on va y aller. Ça se trouve, le marché va simplement purger tout le monde ici en faisant croire que c'est le retour et finalement on aurait ce genre de mouvement et ensuite marquer un bottom. Enfin bref, tout est possible encore une fois. Mais ça, c'était des zones intéressantes pour DCA tout en conservant du cash éventuellement si on a des retours dans les zones de rechargement. Maintenant, si toi, t'as pas du tout acheté de Bitcoin, la question à se poser, c'est que est-ce que acheter ici, c'est intéressant? Ça dépend tout simplement de c'est quoi ton objectif. Si ton objectif, c'est de te positionner pour les plusieurs semaines, si c'est que pour plusieurs semaines, t'arrives un peu tard, t'arrives après à la guerre, il y a déjà eu 20% de pump ici, parce qu'en fait, tout simplement, si tu achètes là, où est-ce que tu invalides? Tu as invalidé potentiellement ici, et là, tu vois qu'en termes de risk-reward, c'est pas fou. Déjà, si on dépasse ce sommet, tu risques 1 pour gagner 0,60, c'est pas extraordinaire. Bon, si tu penses qu'on remonte à 100 000 $ en ligne droite, t'as 1,88, si tu trouves ça intéressant, ok, si t'es prêt à prendre ce genre de risque. Maintenant, si t'es investisseur long terme, c'est totalement différent. Je rappelle que post-halving 2028, le prix de production moyen d'un Bitcoin sera à peu près entre 80 000 et 140 000 $. Donc, est-ce que acheter aujourd'hui à 74 000 $ en investissant long terme, en se disant c'est pour après 2028, c'est pour le prochain halving, parce que les prix de production vont doubler, c'est intéressant? La réponse est toujours oui. Tant qu'on reste, je dirais, sous les 100 000 $, la réponse est oui. C'est intéressant de déployer pour ceux qui font du DCA tant qu'on est sous les 100 000 par exemple, pour se projeter sur un futur halving, parce que quand on a un halving, le Bitcoin en fait est dans ses prix de production, c'est-à-dire que on peut déjà se projeter sur le fait que le Bitcoin sera probablement en 2028 au moins au-delà des 80 000 $, parce que ce sera le bas du prix de production post-halving, avec un sommet à peu près, enfin pas un sommet, mais une valeur haute de prix de production à 140 000 et le prix médian, d'ailleurs on s'est arrêté sur le prix médian du prix de production moyen autour des 57 000, donc ça ferait à peu près du 120 000 $ à peu près en termes de prix de production moyen. Donc si le prix de production moyen est à 120 000 post-halving, est-ce que c'est intéressant d'en acheter à 74 aujourd'hui? Oui. Si ça rechute à 60, est-ce que c'est intéressant? Oui. Et si jamais on va sous les 60, c'est une grosse asymétrie et là c'est encore plus intéressant éventuellement. Mais ça, encore une fois, ça dépend de vos stratégies à chacun. Certains font du DCA, certains veulent se positionner one shot, certains veulent juste risquer peu. Ça, par exemple, c'est plus ma stratégie à moi. C'est-à-dire que je veux des setups assez précis pour pouvoir justement risquer 1, 2, 2,5% de mon net worth crypto et capturer de gros mouvements. Donc ça, c'est ce qui m'intéresse plus. Pour d'autres, c'est pas de se prendre la tête à essayer de se positionner le plus précisément possible et c'est de faire du DCA. Bref, ça on s'en fout. Je vois beaucoup sur Twitter le fait que si jamais on casse ce sommet, c'est la reprise du bull market parce qu'on a la cassure du dernier sommet descendant. La réponse, ça peut être oui, tout comme ça peut être non. En fait, les gens se basent sur le concept du market structure shift ici. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le market structure shift n'a pas un taux de réussite de 100%. Et sur tous les modèles que vous utilisez, il n'y a pas un taux de réussite de 100%. C'est-à-dire que théoriquement, le marché pourrait très bien venir casser le dernier sommet, tout le monde est convaincu que c'est la reprise, et puis finalement, ça en est pas. Ou c'est peut-être la reprise, mais le marché retrace une partie de la dernière jambe, ce qui est tout à fait possible. Hein. Imaginons qu'on casse le dernier sommet descendant et qu'on casse ce sommet ici. Rien n'empêcherait au prix, par exemple, de ensuite venir faire quelque chose comme ça. Et ceux qui ont FOMO, ici, encore pire à leverage, parce que quand t'es en spot, tu t'en fiches. Si t'es prêt à accepter du drawdown, imaginons que t'achètes ici, et si on casse ici dans ton plan, tu te dis, j'achète parce que c'est une confirmation haussière, parce qu'on casse le dernier sommet descendant. Ce qui en soi peut être vrai ou faux, peu importe.
tu peux être dans l'optique de te dire, ah bah ok, je vais racheter ici, mais rien n'empêcherait au prix ensuite de venir retracer après avoir purgé tous les stops ici pour reconsolider et offrir ce genre de price action derrière. Et peut-être que là, il y aura de nouveaux setups intéressants. C'est ça que j'essaie d'expliquer, c'est de pas agir dans le temps... Enfin, je parle de tout ça parce que je vois vos commentaires et je vois beaucoup qui se demandent, j'achète, je vends, je fais quoi, est-ce que je dois FOMO, est-ce que je dois truc? Déjà, si vous êtes dans cet état d'esprit-là, pas de leverage, et surtout, juste faites du spot. Et la meilleure stratégie à faire dans ce cas de figure-là, quand tu hésites, c'est simplement, t'achètes la moitié de ce que tu comptes émettre. Si ça continue de monter, tant mieux, t'exposes à 50%. Si jamais ça monte et que ça chute et que t'as pas vendu, les 50 autres pourcents, tu peux les réinvestir. Mais dans tous les cas, t'es arrangé que ça monte ou ça baisse. Si t'es 100% all-in, le seul scénario qui t'arrange, c'est que ça monte. Si t'es 100% out, le seul scénario qui t'arrange, c'est que ça baisse parce que t'as envie d'acheter moins cher. Mais si jamais t'es exposé de moitié, ça monte, t'es content parce que t'es déjà exposé, ça baisse, tu t'en fous puisque t'as encore du cash pour acheter plus bas. Et c'est ça le fait d'avoir un hedge. Je parle pas de ce hedger, H-E-D-G-E. Je parle du mot hedge, avantage. Ici, ok? Ça, c'est se protéger, entre guillemets. Donc, c'est être neutre sur le marché, le premier mot. Et le deuxième mot, c'est avoir un avantage. C'est ça, avoir un avantage. C'est-à-dire être arrangé, que ça monte ou que ça baisse. Bref, ça, on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, des modèles, par exemple, cassure de dernier sommet, etc., ne sont pas nécessairement des modèles qui vont marcher 100% du temps. Je m'explique. Par exemple, j'insiste là-dessus parce que là, dans tout mon Twitter, tout le monde est en train de poster ce graphique-là. Ah, mais regardez, c'est un sommet descendant comme ici. Du coup, tant qu'on n'a pas cassé le dernier sommet, ça reste un bear market et on va faire ça. Mais du coup, il se passe quoi si on fait un truc comme ça? Ou si encore pire, on fait un truc comme ça? Parce que c'est possible. C'est pas parce qu'on va casser le dernier sommet que ça va confirmer le bottom ultime. En fait, ce que je veux dire, c'est que pour moi, tout le monde est en train de dire que si on vient ici, c'est bon, c'est fini, c'est la fin du bear market. C'est possible. Mais par exemple, il y a déjà eu des phases où je casse le dernier sommet descendant et nécessairement, c'était pas la fin du bear market. Exemple, ici. Là, tu peux te dire, ah bah, là, si on casse le dernier sommet descendant, c'est bon, on retourne. Pour le coup, c'était pas. Après, on peut me dire, oui, c'était Covid. Peut-être. Mais encore une fois, il n'y a pas de modèles qui vont être fiables à 100% où tu vas te dire, ah tiens, on va casser le dernier sommet descendant ou le dernier creux ascendant aussi, hein, et c'est bon, ça va être la fin du bull run. Par exemple là, tac, 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 là tu peux dire, ah, on a cassé le dernier creux, c'est fini le rebond, maintenant le marché repart très fort dans l'autre sens. Ça peut être ce qu'on appelle de l'inducement, une énorme prise de liquidité qui va déclencher le prochain mouvement. Mais ça, encore une fois, on s'en fout. Je voulais vraiment parler de ça parce que je le vois circuler partout et que autant c'est vrai, autant c'est faux et il faut pas baser toute une stratégie sur ça. Maintenant, actuellement, est-ce qu'il y a des signes de fin sur ce mouvement? La réponse est non. Et les indicateurs, j'en ai déjà parlé hier, les plus importants, ça va être est-ce que l'argent va revenir dans le marché crypto au vu de la faiblesse des indices? Donc ce qu'on veut voir en fait, c'est tout simplement si les indices arrivent à marquer un lot, là pour moi on est dans des zones intéressantes, mais je vois rien encore ici pour le moment. Ça veut pas dire personnellement, pour être totalement honnête, hier j'ai acheté le lot ici, parce que c'est un setup de reversal sur la NYPM, mais je peux très bien valider si jamais le prix là n'arrive pas à inverser sa dynamique. En fait, j'ai pas encore le signal. Bon, ça, je m'en fous, j'en parlerai dans la vidéo TradFi, c'est pas le plus important. Mais les indices américains sont actuellement en train de retracer. Et à mon avis, c'est ce qui fait que, il y a peu de demandes. Ici, on peut le voir, mais hier, en impression de stablecoin, il y a eu 400 millions. C'est assez faible. Par exemple, sur ce pump ici, on avait des journées d'impression à 600 millions, 700 millions, 900 millions. Donc là, le mouvement est très très fort, mais en termes d'impression de stable, on est relativement bas. 500 millions avant-hier, 300 millions. Donc c'est bien, on a imprimé 800 millions là en l'espace de 2 jours. Mais ce qui est important, c'est de voir du flux vraiment soutenu. Et donc ça, comme je l'ai dit, on le verra au cours des prochains jours. Mais ce flux peut ne pas être là parce que les indices sont faibles. Et si les indices remontent, peut-être que là, le gros flux arrivera parce qu'il y aura plus de confiance pour s'exposer sur la crypto. Mais si jamais, là ici, imaginons ça continue de monter ou ça consolide et finalement le flux n'arrive pas tellement, ça va être important d'observer ensuite si le flux reste haussier ou par exemple le flux se retourne. Est-ce que là, l'argent rentre pour être en mode buy de dip ou pas? Si ça rentre pas, ça viendra retracer une partie du mouvement. Après, est-ce que ça redéclenchera de nouveaux points bas? Ça, j'en sais rien, encore une fois. Mais c'est vraiment le signal important. C'est-à-dire que si tu veux vraiment lancer, on parle de bull run, ok? Là, l'idée, c'est pas de se dire, là, le mouvement, il est aussi, hein, on s'en fout de bull run ou pas. Mais la question, c'est, est-ce que ça y est, c'est le bottom qui va nous ramener vers un futur ATH cette année? Ça, si on veut, il faut de l'impression de stable. Là, on voit qu'actuellement, c'est encore relativement bas.
Donc ça peut être compliqué d'aller faire vraiment un gros rallye, reprise ATH, etc. Tout de suite, parce qu'il faut vraiment de l'impression de stablecoin. Là, par exemple, c'est une tendance qui est saine ici. Il y a de la demande qui est croissante. Comme ici, il y a de la demande qui est croissante. Là, la demande, elle commençait à s'essouffler, ça a marqué notre top avec la divergence. Et ensuite, on a déjà eu des phases de demande, mais malheureusement, ça n'avait marqué que des rebonds. Là, pour l'instant, la demande est très faible. C'est ce qu'il va falloir observer. Est-ce que la demande va vraiment revenir ou non? Pour relancer quelque chose. Parce que si jamais elle ne vient pas, je vous dis pas que le prix va faire ça. Ce que je veux dire, c'est que si la demande ne revient pas, est-ce qu'il serait plus probable de voir ça ou, par exemple, de voir ça? Pour moi, ce serait ça. OK? Parce que si la demande ne revient pas, ça peut être un scénario comme celui-ci, où on a eu des gros spikes. Donc là, c'était par exemple le crash FTX. Là, il y a eu de la demande sur ce pump, plusieurs milliards d'imprimés. Et ensuite, plus rien, c'était le calme plat et la grosse consolidation. Ça, c'est ce qui pourrait arriver, par exemple. Si jamais ensuite, on n'imprime toujours pas, on pourrait conso, et après, imaginons, si ça break et que c'était le bottom, et que là, on a une réimpression, là, on est dans le vrai mouvement, probablement, pour le vrai bull run. Après, là, si la demande, elle arrive tout de suite, au cours des prochains jours, vraiment, on a des grosses barres d'impression et que les milliards, ils rentrent dans le marché, bah oui, ça prouve qu'il y a une énorme demande et que les prix peuvent push. Donc là, pour moi, on est dans le pour l'instant. Les mouvements commencent souvent comme ça. Gros short squeeze. Ensuite, la demande, elle peut arriver. Pour l'instant, la demande n'est pas vraiment... Enfin, je veux dire, de la demande fraîche, de l'argent frais qui rentre dans le marché, il n'y en a pas encore énormément. On n'est pas sur des spikes vraiment importants comme on a déjà eu. Si ça revient, c'est une bonne nouvelle. Et c'est aussi, surtout, d'un point de vue produit dérivé, de gros gens qui se font liquider. Et aussi au niveau du flux option, et c'est ce que j'aime traquer. Et hier, on en parlait, le flux option était très acheteur, plus 1,8 milliard sur le DEX. Pour moi, ça sert à rien de s'opposer à ce genre de mouvement. Dans une optique intra, il faut être dans une optique continuation haussière. C'est-à-dire que ici, les prises de liquidité, alors ça se verra mieux en 15 minutes, hein, mais ça, c'est de très bonnes entrées quand le marché vient récupérer la liquidité ici, surtout sur des open US. Alors ça se voit encore mieux en 1 heure pour le coup. Là, on prend les stops, on prend le dernier fair value gap, on push. Ça, c'est un mouvement qui est toujours haussier. On prend les stops, on prend le fair value gap ici, on push. Ça, c'est toujours haussier actuellement. On a récupéré le sommet de juin, donc on est dans les derniers fair value gap. À mon avis, ça peut commencer à se mettre à consolider un petit peu ici. Mais là, ce mouvement est toujours haussier. Donc, si tu es en train de shorter le mouvement aussi actuellement, encore une fois, ça dépend de la stratégie, mais tu as plus de chances d'être underwater actuellement parce que le mouvement est toujours haussier ici sans problème. Et le marché option appuie ce mouvement, puisque là, le DEX est passé de 1,8 milliard à plus 3,4 milliards. Donc, sur le marché option, les dealers sont très acheteurs. C'est-à-dire que sur le marché option, ils achètent un maximum de calls et ils sont forcés d'acheter le marché ici. Alors, je sais pas si j'ai la data ici. Non, ici, il faut que je fixe le graphe, on n'est pas encore bon. Mais quand le GEX est très bullish et que le DEX est très bullish, lorsqu'on vient récupérer des niveaux importants, ça agit un petit peu comme un aimant et le marché est tenté de pousser jusqu'aux futures zones d'aimant. Et donc là, c'était 75 000 $. Et là, c'est le plus gros aimant actuellement. C'est pour ça que le prix maintenant pourrait consolider autour des 75 000 $, sachant qu'en plus de ça, on est vendredi et que l'objectif majeur de la semaine a déjà été atteint, qui était le sommet de juin. Donc aujourd'hui, les prix pourraient se mettre un petit peu à consolider. Et pour le coup, je pense que ça pourrait faire respirer potentiellement un peu plus les alts, qui sont majoritairement encore shortés. Donc on pourrait avoir une poursuite du squeeze sur pas mal d'altcoins, à mon avis. Je sais que c'est un peu complexe, peut-être que je ferai une vidéo sur la lecture du flux option, ça peut peut-être vous aider, mais voilà, je vous montre les niveaux importants. 75, on y est, et là ça commence à se développer de 76 à 80, mais c'est encore relativement bas comparé au pic actuel qu'on avait à 74 et 75, et on voit que le prochain niveau est à 76, donc ça pourrait passer un peu de temps ici avant d'aller chercher les prochains niveaux. Pourquoi on parle d'aller chercher potentiellement les prochains niveaux? Et donc là je fais la transition sur Ethereum, parce que pour moi Ethereum va plus haut. Pour moi Ethereum va retravailler toute cette jambe baissière. On voit qu'il y a cet énorme gap sur le CME qui n'est pas comblé ici, entre les 2500 à peu près et les, je dirais, jusqu'aux 2750 $. Je pense clairement qu'Ethereum va venir s'occuper de cette zone de prix. En fait, il n'y a plus rien pour moi sur Ether, il n'y a plus de résistance, c'est-à-dire que, enfin, ça dépend de comment on va clôturer cette weekly, mais vu comment on est en train de passer les dernières zones de fair value gap, il y avait un gap ici qui a été comblé également, mais vu qu'on a comblé les dernières zones de prix qui étaient là, le prochain point d'intérêt majeur, c'est tous ces stops qui sont au-delà des 2500. Et donc, si Ether va à 2500, bah, on peut se douter que Bitcoin, il a encore du jus. Et Ether, il a de l'upside encore de 7 à 16%, juste déjà pour venir combler son gap ici, qui, à mon avis, peut être comblé très probablement. C'est la prochaine zone de livraison du prix. Je dis pas encore une fois
Maintenant, je fais des disclaimers dans tous les sens, mais c'est pas parce que je dis qu'on peut venir combler le gap qu'il faut se retrouver à acheter ici. La question, c'est si tu achètes ici, est-ce que tu as un setup? Toujours, c'est quoi ton risque récompense? Si tu achètes ici, ton invalidation, tu la mets où? Imaginons que tu la mettes là, avant l'impulsion. Est-ce que le risque reward est intéressant? Non. Ça veut pas dire que c'est pas un trade à prendre. C'est juste, est-ce qu'en termes de risque récompense, tu trouves ça intéressant? Oui, non. Ça dépend de chacun. Mais ça veut pas dire ici, on peut aller combler le gap, du coup, je vais acheter le levier x10 ici parce que je peux capturer 7%, et si je suis levier x10, ça me peut faire 70%. Enfin, encore une fois, je le précise, c'est pas du tout comme ça qu'il faut raisonner. Mais si tu es déjà in dans le mouvement, quelle est ta prochaine zone de TP? Pour moi, aller au-delà des derniers stops ici. Pour moi, le marché est attiré un peu comme un aimant par cette zone de prix. Donc, si Ether a encore du jus pour aller combler ce gap, je pense que Bitcoin, lui aussi, déjà, il peut aller chercher sa zone de gap qui est juste là, à 79 300. 79 700 et si les gens continuent de shorter et qu'on va là-haut, est-ce qu'on forme un top ou pas? Ça on verra bien, mais si les gens continuent de shorter, leur prochaine invalidation, elle sera où? Elle sera tout simplement au-delà du dernier sommet. Bon, sur le CME c'est 84 000, mais en réalité sur le PERP c'est 82 828 $. Et pour moi c'est clairement des zones qu'on peut revisiter là sur ce mouvement. Si jamais on est en train d'aller récupérer tous les stops de ceux qui sont en train de shorter massivement. Mais là, à mon avis, ça va commencer un petit peu à se mettre à consolider et ça pourrait potentiellement offrir au marché des alts un peu plus de jus, lui de son côté ce week-end potentiellement pour aussi aller squeeze, parce que comme je disais tout à l'heure, il y a pas mal de gens qui sont encore exposés short sur le marché. Et par exemple, mon screener me montrait que XRP était le top shorté il y a encore quelques jours, et c'est encore le cas, et Doge aussi. Et ce qui est intéressant, et je pense que je vous ferai peut-être une vidéo sur ça tout à l'heure, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Sinon, vous êtes beaucoup à me demander une analyse de pump fund, du coup, je sais pas ce que je ferai aujourd'hui. Mais par exemple, XRP, boum, énorme short squeeze, et sur Doge, ça commence aussi à prendre ici, où là, on est en train de bien push, et franchement, il y a encore de la marge éventuellement sur ce genre de coin, parce qu'ils sont encore extrêmement shortés. Il y a clairement des zones à revisiter encore plus haut, donc à mon avis, il y a encore du jus. Et si Bitcoin se calme, peut-être que le volume va aller se distribuer un petit peu plus dans les alts pour continuer de former ce genre de short squeeze. J'ai pas forcément plus de choses à dire. Je pense m'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Merci énormément à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle l'offre sur OKX, n'hésitez pas à en profiter. Si vous êtes encore sur Binance, vous ne pouvez plus trader sur Binance, ils n'ont pas de licence MiCA, tu peux juste retirer tes fonds et là tu es complètement bloqué pendant cette période de volatilité. Premier lien en commentaire épinglé pour bénéficier de l'offre, je t'ai mis toutes les informations à l'écran, mais c'est simple, tu as 8% sur tes dépôts. C'est l'offre la plus agressive du marché actuellement, autant en profiter. Je rappelle qu'OKX c'est la deuxième plus grosse plateforme juste derrière Binance, parce qu'il y en a beaucoup qui connaissent pas, mais c'est la plus grosse plateforme du côté du marché asiatique et là ils sont en train de tout exploser en Europe et je pense qu'ils vont récupérer une grosse part de marché. Bref, premier lien en commentaire pour bénéficier des offres en description de cette vidéo. On se retrouve tout à l'heure pour la review TradFi. À toutes, ciao ciao.